sujet. Après ça, je vais introduire une de nos invités aujourd'hui. Comme vous le savez aujourd'hui, le sujet, c'est les armes autonomes. L'intelligence artificielle modifie profondément les relations entre les humains et le monde qui les entoure. Les nouvelles technologies peuvent avoir un impact positif sur la société. Cependant, les dangers qu'ils peuvent présenter ne sont pas à sous-estimer. Certaines puissances militaires font déjà des recherches sur les armes autonomes et seront bientôt prêtes à les développer et les utiliser. Des incidents récemment montrent que nous sommes proches de ce moment. Cela pourrait conduire à une situation où la décision de vie et de mort ne serait plus prise par un être humain. Les décisions prises par les algorithmes conduire à une déhumanisation du combat. Et qu'est-ce qui se passe si cela passe mal? Qui portera la responsabilité? Est-ce que c'est éthique? Toutes ces questions qui vont être adressées aujourd'hui. Ces dernières années, les discussions ont lieu au sein de l'ONU au sujet d'une interdiction des systèmes d'armes autonomes. La Belgique participe activement à ces discussions. En décembre, le moment viendra où les pays devront enfin prendre une décision à ce sujet. Et aujourd'hui, on parle un peu plus sur cela. Et notre premier invité aujourd'hui que je vais introduire, c'est M. Stan Brabant. Stan a longuement travaillé pour Handicap International. Il a ensuite conduit la recherche et le plaidoyer de l'organisation en matière d'armement. Il a fait partie du comité éditorial du Landmine and Cluster Munition Monitor et servi comme chercheur et coordinateur thématique. Stan a ensuite rejoint Amnesty International où il était directeur de la section luxembourgeoise, pendant 7 années. Et en ce moment, Stan est le directeur adjoint du GRIP où il a écrit plusieurs rapports de recherche sur les armes autonomes. Et alors, Monsieur Stan, si vous pouvez commencer. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette introduction. Je voudrais préciser que je ne suis plus directeur adjoint du GRIP depuis le 13 octobre, mais je reste très impliqué au GRIP et je leur donne un coup de main bien volontiers. Alors, je vais, en une bonne dizaine de minutes, vous parler de 3 choses en particulier concernant les armes autonomes. D'abord, je vais essayer de définir de quoi on parle. Ensuite, je vais vous dresser un tableau incomplet, mais qui vous donnera une première idée de ces armes autonomes existantes, de celles qui sont développées et celles qui sont encore en développement. Et puis, je terminerai avec quelques mots sur les pays producteurs et la prolifération qui est en cours. Il y a en effet des premières situations d'utilisation, ce qui donne évidemment à la question des armes autonomes toute son acuité, toute son urgence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une arme autonome? Pour définir très simplement ce qu'est une arme autonome, je vais me pencher vers une définition que le Comité international de la Croix-Rouge a apportée dans un document de positionnement que le CICR a mis sur la table en mai dernier. Dans ce document que je trouve très précis et extrêmement clair, contrairement à d'autres documents parfois assez confus sur cette question, le CICR parle d'armes qui sélectionnent des cibles et exercent la force contre elles sans intervention humaine. Donc, il y a 2 éléments très importants là-dedans. Il y a la sélection des cibles et il y a l'attaque de ces cibles. Et puis, il y a évidemment l'élément sans intervention humaine. Dans le même document, le CICR ajoute un peu plus loin, et je cite le CICR, « Il en résulte que l'utilisateur du système ne choisit pas et ne connaît même pas là où les cibles spécifiques, ni le moment et où le lieu précis des frappes. » Fin de citation. Dans la conception
d'un système d'armes autonomes, il y a deux éléments, deux mots très importants. Il y a l'autonomie, hein, un peu comme pour les voitures autonomes, l'autonomie qui peut être définie comme la capacité d'une machine à effectuer une tâche sans intervention humaine. Et puis il y a un deuxième élément, il y a la notion de système. On parle en effet de système d'armes autonomes, voire de système de système. C'est-à-dire qu'on parle de composants algorithmiques, de capteurs, d'actionneurs et d'interfaces de contrôle. Je ne vais pas vous noyer dans tous ces termes techniques, mais je voulais vous donner une idée un petit peu de quoi on parlait. Et peut-être pour dire les choses, et je terminerai ce premier point là-dessus de manière très simple, je reprendrai la définition des armes autonomes que le secrétaire général des Nations Unies a utilisée il y a quelques mois. Il parle, et je le cite ici, de systèmes capables de repérer et d'attaquer d'eux-mêmes des êtres humains. Donc ça, c'est peut-être la définition la plus simple que je connaisse. Voilà. Je vais maintenant passer à la deuxième partie qui concerne les systèmes d'armes existants. Peut-être que vous pouvez lancer la présentation. Je n'ai pas de nombreux slides, j'ai 4 petits slides, mais qui vont vous donner un peu une idée visuelle de quoi on parle. Alors, un premier slide, c'est un peu plus haut, c'est le dernier, si vous pouvez remonter un petit peu. Hein. Le premier slide concerne ce qu'on appelle des armes autonomes antipersonnelles. Ce sont en fait des systèmes conçus ou utilisés pour exercer la force contre des personnes, un peu sur le mode des mines antipersonnelles. Et là, le premier slide devrait, s'il arrive, vous décrire un système qu'on appelle le Super Aegis II. C'est en fait un poste de tir qui, selon son producteur, est capable de détecter et de cibler de manière autonome une ou plusieurs personnes. Ah voilà, on le voit, c'est celui-là. Donc ça, c'est le Super Aegis II. C'est un système sud-coréen qui a donc cette capacité à tirer en mode autonome ou en mode manuel à une distance d'environ 2 km, de jour comme de nuit, et ce, dans toutes les conditions météorologiques. Ça, c'est le premier système dont je voulais vous parler. Donc, c'est ce qu'on appelle une arme autonome antipersonnelle, un peu sur le mode des mines antipersonnelles, sauf que c'est évidemment beaucoup plus développé, comme vous pouvez le voir à l'écran. Peut-être vous pouvez mettre le deuxième slide. Voilà. Alors ça, c'est un deuxième type d'arme autonome ou de système d'arme autonome. C'est ce qu'on appelle une munition rôdeuse, c'est-à-dire un véhicule aérien sans pilote qui est conçu pour frapper des cibles au sol situées au-delà de la ligne de mire. Ce sont des engins en fait assez simples, portables, assez peu coûteux. On parle de quelques milliers de dollars ou d'euros, et qui sont en général équipés de caméras qui leur permettent de localiser, de surveiller et de guider un engin vers sa cible, ou plutôt de guider l'engin vers sa cible. Comme leur nom l'indique, les munitions rôdeuses rôdent sur une zone pendant un certain temps avant de frapper. Alors l'engin que vous avez à l'écran s'appelle le Kargou. C'est une munition rôdeuse fabriquée par une firme turque qui s'appelle STM et qui est capable de trouver, de suivre et de tuer des personnes sans intervention humaine. Il y a une version évoluée de ce Kargou qui est équipé de reconnaissance faciale et qui a également une capacité d'opérer dans ce qu'on appelle des essaims, c'est-à-dire des groupes d'armes autonomes. J'y reviendrai dans quelques instants. Vous pouvez peut-être mettre le slide suivant. Voilà. Alors là, on est dans un système assez différent. Il s'agit en fait d'une arme légère, une arme de fabrication belge. C'est une arme de la Fabrique nationale de Herstal. C'est une mitrailleuse FN Mag
mais qui est dans ce cas-ci couplé à un système robotique très avancé. Vous voyez, le système est fixé à l'arrière d'un véhicule, c'est un pick-up, et dans la benne du pick-up, il y a ce robot qui pèse extrêmement lourd et qui en fait permet à la mitrailleuse FN d'opérer de manière quasi entièrement autonome. Bon, il y a encore quelqu'un dans la boucle à quelques milliers de kilomètres, mais comme c'est à quelques milliers de kilomètres, une grande confiance est placée dans le système robotique. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire un article du New York Times, une enquête du New York Times qui est extrêmement intéressant à ce propos. Cet engin a d'ailleurs été, selon le New York Times, utilisé pour tuer le responsable du programme nucléaire iranien il y a quelques mois, en novembre 2020. L'enquête est sortie le 18 septembre 2021 dans le New York Times. Est-ce que vous pouvez mettre le slide suivant? Voilà. Alors ça, c'est mon dernier slide. C'est un slide qui montre ce qu'on appelle un essaim. Dans ce cas-ci, c'est un essaim chinois, c'est-à-dire un groupe de, dans ce cas-ci, 48 drones d'attaque. Alors, qu'est-ce qu'un essaim exactement? C'est un ensemble de véhicules sans pilote qui coordonnent leurs actions pour fonctionner comme une seule entité cohérente. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui, encore plus que les armes que je vous ai montrées avant, est intrinsèquement autonome. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile, voire impossible pour le cerveau humain de contrôler un essaim de, dans ce cas-ci, 48 drones d'attaque. Dans d'autres cas, des centaines, des milliers, voire même 1 million de drones dans certains systèmes développés actuellement aux États-Unis. Et donc, cet essaim a été testé en octobre 2020. L'image que vous voyez ici est une des rares images d'essaims qu'on a, d'essaims de drones d'attaque. Ce sont évidemment des images qui sont difficiles à trouver. Et c'est une image que j'ai pu saisir d'un petit clip que la firme chinoise CETC a diffusé il y a quelques mois. Je vais m'arrêter là avec la présentation ici. Il y a évidemment d'autres dispositifs, il y a énormément d'armes autonomes différentes, mais les 4 slides que je vous ai montrés ici vous donnent une idée un peu de l'échantillon qu'on a. En fait, l'autonomie peut affecter n'importe quelle arme. Vous avez vu 4 armes différentes ici, mais ça peut aussi être des sous-marins, ça peut être des petits véhicules blindés autonomes évidemment, véhicules terrestres, ça peut être à peu près n'importe quoi. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur les pays qui produisent ces armes et la prolifération. Alors, les pays qui développent ces armes, développent et produisent ces armes, ils sont, à ma connaissance, au nombre de 16. En tout cas, j'en ai répertorié 16. Je vais rapidement les citer. Donc, ce sont des pays qui soit produisent déjà, soit sont en train de développer des armes qui pourraient être produites un jour. Parmi ces 16 États, il y a l'Allemagne, l'Arménie, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, Israël, la Norvège, la Pologne, la Russie, la Suède, le Royaume-Uni, la Turquie, ainsi que Taïwan. Alors, il y a un certain nombre d'autres pays qui sont un peu dans ce qu'on pourrait appeler en anglais une watchlist. Je pense à des pays comme l'Estonie, des pays comme la Belgique et d'autres qui développent soit des armes qui ne sont pas considérées comme autonomes, soit des composants d'armes autonomes. Donc, vous voyez, c'est une liste qui pourrait évoluer, soit parce que des États décident d'arrêter de développer ou de produire ces armes, soit parce que de nouveaux États décideraient de les produire. Alors, quelques mots sur la prolifération avant de vous rendre la parole. On a vu ces derniers mois des armes autonomes dans au moins 3 conflits armés. Un premier conflit
c'est le conflit au Haut-Karabakh, où nous avons noté au moins 4 munitions rôdeuses, donc des armes autonomes, toutes les 4 de fabrication israélienne. Elles étaient toutes les 4 utilisées par l'armée azerbaïdjanaise dans le conflit qui l'a confronté aux forces arméniennes. Mais c'est une information qui est à confirmer, une munition rôdeuse turque, c'est la Kargou 2 dont je vous ai parlé il y a un instant. Cette information est citée par un certain nombre de sources, mais les informations sont relativement peu précises. Donc c'est une information qui n'est pas confirmée à ce stade. Le deuxième conflit où nous avons observé des armes autonomes ces derniers mois, c'est la Libye. Je voudrais citer ici un extrait d'un rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la Libye, un rapport de mars 2021. Et je cite ici, les convois de logistique et les unités des forces affiliées à Haftar qui battaient en retraite ont été pourchassés et pris à partie par des drones de combat ou des systèmes d'armes létaux autonomes tels que le Kargou 2 de STM, donc l'engin que je vous ai montré il y a quelques instants, et d'autres munitions rôdeuses. Les systèmes d'armes létaux autonomes avaient été programmés pour attaquer des cibles sans qu'il soit besoin d'établir une connexion des données entre l'opérateur et la munition, et étaient donc réellement en mode d'autoguidage automatique. Fin de citation. Deuxième information très intéressante qui est dans ce rapport, cette première information que je vous ai évoquée a été très fortement médiatisée, la deuxième beaucoup moins. Je n'ai vu aucun média qui en a parlé. Elle est néanmoins très intéressante et très importante. Elle concerne le transfert aux forces alliées au gouvernement d'entente nationale, en violation de l'embargo sur les armes, de 3 munitions rôdeuses, donc des armes fortement autonomes, une munition qui s'appelle la Hampi, munition israélienne, la Kargou 2, dont je vous parlais il y a un instant, fabrication turque, et une munition rôdeuse de fabrication polonaise, également très très autonome, qu'on appelle la Warmate. La firme qui produit la Warmate, la firme polonaise WB Group, dit qu'elle a la capacité de détruire des cibles sans intervention humaine. Donc ça, c'est pour la Libye. Une situation où on voit déjà quand même au moins 3 armes autonomes. Le troisième conflit dont je vais vous parler, je terminerai avec ça, c'est le conflit à Gaza, conflit qui a eu lieu donc en mai 2021, et où on a observé ce qui est la première utilisation d'un essaim de drones, donc ces groupes de drones dont je vous ai parlé il y a un instant, et ce dans le cadre d'une opération militaire. Cette opération a d'ailleurs amené le service de renseignement militaire israélien à décrire le conflit comme la première guerre de l'intelligence artificielle. Je cite ici le renseignement militaire israélien. En effet, l'armée israélienne était équipée de drones multicoptères, probablement similaires à ceux que je vous ai montrés, sauf qu'ils étaient, on pense, de fabrication israélienne, mais qu'ils étaient intégrés à un système de gestion de combat, un système informatique qu'on appelle Torch 750, un système qui est accessible à ses utilisateurs via tablette, un peu comme les tablettes que nous avons tous, via smartphone aussi, et qui donne une image en temps réel des emplacements des forces amies et ennemies. Donc voilà, ces armes sont en train d'arriver, elles sont là, elles pointent le bout du nez dans ces 3 conflits que j'ai évoqués, et donc ça montre évidemment toute l'urgence qu'il y a à réguler ces armes qui, comme je vous le disais il y a un instant, sont presque totalement autonomes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Stan, pour votre intervention.
qui était très, très, très instructive. Donc là, on va accueillir notre deuxième intervenant qui s'appelle Monsieur Lode. Donc, Monsieur Lode fit officier à la défense belge pendant plus de 30 ans. Il a été responsable de la session désarmement humaine et fut dans cette même capacité le conseil militaire auprès de missions permanentes de la Belgique et même auprès de l'ONU à Genève. Il a été actif dans plusieurs conventions des désarmements humanitaires. Monsieur Lode a ensuite rejoint l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques où il était senior Verification Coordination Officer. Il est actuellement conseiller militaire auprès des mines des Actions Canada où il coordonne un projet qui vise en gros à conscientiser les militaires sur les dangers des différents systèmes d'armes autonomes. Monsieur Lode a ensuite suivi les discussions au sein de l'ONU sur les armes autonomes depuis, on va dire, depuis 2013. Alors, Monsieur Lode, bonjour. À vous la parole. Merci bien. Tout d'abord, un grand merci au CRITS d'avoir organisé cette conférence qui vient à un moment assez crucial dans le dossier diplomatique, je veux dire, diplomatique sur les armes autonomes. Je remercie aussi Stan d'avoir fait cette introduction un peu technique sur les différentes armes et les producteurs de ces armes. Et je crois, après l'introduction de Stan, que vous comprendrez que ces armes posent, le développement et l'utilisation de ces armes posent énormément de questions. Et dans ma petite intervention, je voudrais d'abord vous parler effectivement des questions qu'on peut se poser sur l'utilisation de ces armes. Deuxièmement, je vais donner un aperçu de ce qui se passe au niveau international sur le plan diplomatique, parce qu'il y a quand même un mouvement en route qui vise à faire bannir ces armes. Et dernièrement, aussi un peu les initiatives en Belgique, de ce qui se passe en Belgique dans ce dossier-là. Les armes autonomes, comme Stan vous a dit, ce sont des armes qui visent à détecter et à engager des cibles sans intervention humaine. Bien sûr, ça pose énormément de questions, et des questions au niveau éthique, aussi juridique, légal, et au niveau militaire. Et d'abord, au niveau éthique, ces armes introduisent un changement total dans la relation entre l'homme et la machine. Effectivement, l'homme décide à donner le plein pouvoir à une machine, un algorithme, une programmation, disons, pour des actions qui sont quand même qui sont très importantes et qui sont très difficile à accepter, c'est-à-dire on donne l'autorisation à une machine d'engager une cible et de tuer la cible sans intervenir. Ce qui veut dire aussi qu'on a une déshumanisation totale des cibles, parce que pour ces armes-là, la cible n'est pas un être humain, c'est simplement un objet qui correspond à des critères qui lui ont été programmés dans son algorithme, des différents points qui correspondent à un profil que cette machine a. Éthiquement, bien sûr, c'est difficilement acceptable parce que le jugement humain est un facteur primordial sur le champ de bataille aussi, dans l'utilisation des armes. Ces robots-là n'ont pas de compassion, ne tiennent pas de la même façon compte du contexte dans lequel ils sont utilisés. Et ils exécutent simplement ces actions pour lesquelles ils ont été programmés
et correspondant aux critères qu'ils ont dans leur algorithme. Donc, le contrôle humain sur la décision entre la vie et la mort est complètement délégué à une machine, ce qui est inacceptable, bien sûr. Deuxièmement, ces armes posent aussi des questions légales, juridiques, c'est-à-dire dans quelle mesure il est difficilement imaginable que ces armes-là puissent appliquer le droit international humanitaire. Le champ de bataille, les combats sont devenus tellement complexes dans des situations urbaines où la distinction entre un combattant et un non-combattant est devenue très, très difficile. Donc, il est difficilement imaginable que ces machines-là, même s'ils sont bien programmées et même si on sait que l'intelligence artificielle a tellement évolué et qu'elle est devenue très performante, mais on ne peut pas s'imaginer que ces machines-là soient capables de faire la distinction entre combattants, non-combattants, la proportionnalité de l'emploi de la force, qui sont quand même des critères fondamentaux du droit international humanitaire. Donc, ça devient très problématique et une arme entièrement autonome comme défini par le Comité international de la Croix-Rouge que Stan a mentionné tout à l'heure, ne peut pas respecter et mettre en œuvre le droit international humanitaire. Un autre problème juridique, c'est la responsabilité en cas de dommages collatéraux, en cas de bavure. On ne sait pas qui est responsable. On ne peut pas tenir un robot responsable pour ses actes. Un robot ne peut pas être condamné par un tribunal. Donc, qui serait la question est qui est-ce qui sera responsable dans ce cas-là? Est-ce que ça serait l'État? L'État a bien sûr toujours une responsabilité juridique pour tous les actes qui entreprise sous son autorité, mais une responsabilité personnelle devient très difficile. Est-ce que ce serait le commandant qui a utilisé ces armes, qui les a engagées, ce qui est très difficile et j'en parlerai plus tard? Est-ce que ce serait le programmeur? On ne sait jamais parce que ces machines-là, est-ce qu'il y a une erreur dans la programmation, dans l'algorithme? Donc, vous voyez que ça devient très complexe, voire impossible de trouver un responsable en cas de pépin avec ces machines-là. Un autre problème de ces armes-là, c'est que ce sont des systèmes extrêmement complexes. Ils sont programmés pour exécuter une mission dans un cadre bien spécifique, mais au-delà, le responsable militaire, le commandant militaire qui les utilise, n'a aucune compréhension du système. Donc, il ne sait pas comment le système va réagir. Il ne peut pas intervenir puisque ce sont des armes entièrement autonomes. Et il ne sait pas comment cette machine-là ou cette arme-là va faire son analyse du champ de combat et définir ses actions. Donc, ça devient aussi très problématique parce qu'une fois que ces armes sont lancées, on ne peut plus intervenir et ils peuvent être très imprévisibles, ce qui pose de nouveau un problème au niveau de responsabilité en cas de bavure. Un autre point, c'est que ces armes-là peuvent causer une course aux armements. Comme Stan l'a dit aussi, ce sont des armes qui sont relativement bon marché, même si la technologie, l'algorithme est assez complexe, le développement de ces algorithmes et de cette intelligence artificielle sont faciles à trouver. On parle d'une technologie de double usage. C'est une technologie qui est utilisée tous les jours. Nous avons tous à la maison bien
un appareil soi-disant intelligent qui est programmé et qui nous facilite parfois la vie aussi. C'est la même technologie qui est utilisée dans ces armes. Donc, la technologie est disponible relativement facilement et l'appliquer ou la mettre dans une arme n'est pas si difficile. Donc, on pourrait craindre aussi d'abord que cette technologie est accessible à beaucoup de pays et pas seulement aux superpuissances, même si ce sont les superpuissances et quelques pays, les pays dont Stan a parlé, qui prennent l'avance sur le développement de cette technologie et l'application de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes. D'autres pays pourraient se procurer aussi de cette technologie-là. Et non seulement des pays, mais on peut craindre aussi que cette technologie soit utilisée par des acteurs non étatiques, des terroristes. Et finalement, par le fait que nous parlons de machines qui vont engager, le seuil pour commencer un conflit pourrait être baissé significativement, parce que il n'y aurait plus de soldats, ou il y aurait moins de soldats qui puissent être tués lors d'une intervention, ce qui est, si je peux le dire ainsi, politiquement très intéressant pour certains États. Il y a toujours une pression de la société sur nos politiciens pour des conflits en international. C'est le fait que voilà, nos militaires puissent être tués dans un conflit à l'étranger. Avec les robots, cette chance-là diminue significativement. Donc, on pourrait craindre à que le seuil pour commencer un conflit soit baissé. Ça, c'est en gros quelques... Ce n'est pas une liste exhaustive, mais quand même quelques inquiétudes que ces armes soulèvent. Et suite à cette inquiétude-là, il y a un processus en international qui s'est lancé visant à bannir les armes qui sont autonomes, c'est-à-dire les armes qui peuvent fonctionner sans intervention humaine, c'est de bannir ces armes-là, et puis de réguler les autres armes autonomes afin qu'il y ait toujours une intervention humaine significative dans l'emploi de ces armes-là. Ce processus-là a commencé en 2012. C'est en 2012 que quelques ONG se sont réunies dans une coalition, ça s'appelle The Campaign to Stop the Killer Robots, et se sont rassemblés en 2012 et la campagne a été lancée officiellement en 2013. Et le but de ces ONG, c'est de mettre le problème des armes autonomes à l'agenda diplomatique et de faire démarrer une négociation pour un traité interdisant les armes autonomes. Cela a très bien fonctionné au départ, parce qu'en 2013 déjà, la convention sur certaines armes classiques, la CCAC en anglais, la CCW, au sein de l'ONU à Genève, a mis le sujet à l'agenda. Donc à partir de 2014, il y a eu des discussions plutôt informelles, des experts qui se rencontraient 2-3 fois par an pour discuter à ce sujet-là. Et surtout au niveau éthique, juridique, technologique et militaire. En 2017, ce groupe informel a été transformé dans un groupe d'experts gouvernementaux avec un mandat de réfléchir à comment le problème des armes autonomes pourrait être adressé, traité au sein de cette convention-là. Et en 2019, ce groupe-là a adopté 11 principes qui devraient guider
le développement et l'emploi des armes autonomes. Ce sont des principes assez généraux, disons que toute arme doit respecter le droit international humanitaire, les pays s'engagent à faire de sorte que ces armes-là aient un contrôle ou une intervention humaine significative. Mais ce n'était pas une convention, ce n'était pas un traité, ce n'était même pas une déclaration politique et ça ne liait aucun État. Et le but était que, voilà, en 2021, cette année-ci, le mandat de ce groupe-là soit prolongé et on attendait à ce que ce groupe-là recevait enfin un mandat pour négocier effectivement un instrument international. Cette conférence, c'était la conférence de révision de la CCAC, pardon, s'est tenue la semaine passée à Genève. J'ai eu le plaisir d'y participer. Et finalement, cette conférence s'est terminée sur une très grande déception. Effectivement, le mandat de ce groupe d'experts gouvernementaux a été prolongé, mais sans vraiment un mandat comment dire, concret pour négocier un instrument. C'était plutôt le même mandat qu'il avait reçu en 2017, de considérer, de discuter et de voir ce qu'on pourrait faire. Donc, il n'y a aucun progrès à ce stade dans la Convention et c'est bien sûr très décevant, mais quand on regarde un peu la situation géopolitique et aussi au niveau des développements technologiques que Stan a mentionné aussi, on voit très clairement que tout progrès dans la négociation est bloqué par les pays qui sont très avancés dans le développement des armes autonomes, et je parle plus particulièrement de la Russie qui pour l'instant bloque tout progrès, aussi les États-Unis, la Corée, l'Inde. Ce sont tous des pays qui ne veulent, Israël bien sûr, ce sont des pays qui ne veulent pas qu'on négocie un instrument juridiquement contraignant au niveau des armes autonomes. De l'autre côté, nous trouvons quand même une majorité de pays qui ont fait appel et qui appellent à négocier ce traité, et puis un troisième groupe qui se trouve un peu entre les deux, qui se pose encore la question quel côté prendre, quel parti prendre, et qui sont un peu plus nuancés, qui sont convaincus qu'effectivement il faut un instrument, mais peut-être pas juridiquement contraignant, mais plutôt une déclaration politique. Mais comme cette convention-là travaille sous consensus, voilà, aucun accord n'a pu être obtenu à la fin de la semaine et on se trouve un peu, on fait un peu de surplace pour l'instant. C'est ce qui est très frustrant pour les partis qui veulent évoluer vers un traité international. Je vous parlerai à la fin sur ce qu'on pourrait attendre de ce processus. Mais avant cela, je voudrais quand même donner aussi un petit aperçu de ce qui se passe au niveau de la Belgique, parce que la Belgique, qui avait la présidence du groupe d'experts gouvernementaux cette année-ci, est quand même très active dans le dossier, même si pendant cette année-là, ils ont été un peu bloqués, disons, par leur position de président qui demandait une attitude neutrale pour pouvoir faire avancer les négociations. Mais au niveau national, il y a pas mal de choses qui bougent aussi. Il y a une résolution parlementaire qui a été déposée et qui sera normalement votée au mois de janvier, demandant au gouvernement de prendre un rôle important dans le processus international en vue d'une négociation sur un traité international interdisant les armes autonomes. Et deuxièmement, et ça c'est quand même très marquant, il y a aussi une proposition de loi nationale donc, qui interdirait les armes autonomes. Très important parce que c'est un peu un déjà vu.
La Belgique a été le premier pays au monde qui a interdit les mines antipersonnelles avant même l'existence d'un traité international, et de même pour les armes à sous-munitions. Donc on pourrait espérer que la Belgique, cette fois-ci, va à nouveau prendre l'avant sur la scène internationale en donnant l'exemple avec une loi nationale. Donc voilà, ça c'est un peu le processus international et national dans ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2022 et les années à venir? Il est possible que l'échec de la semaine passée pourrait frustrer pas mal d'États et les amener à suivre le même parcours qu'on a connu avec les mines antipersonnelles et les mines antipersonnelles et les sous-munitions, c'est-à-dire de sortir de l'enceinte du cadre de l'ONU pour négocier un traité en parallèle, comme on dit, en dehors des conventions de l'ONUsienne. À suivre, et il faudra, si ça se fait, on peut attendre un processus assez rapide et on pourrait avoir dans 1 ou 2 ans un traité. Maintenant, voilà, il faut voir si les pays sont prêts à arrêter les négociations au niveau de la CCAC au sein de l'ONU et s'ils sont prêts à continuer. Donc, je voudrais terminer mon intervention par, voilà, je crois que j'ai pu vous expliquer les inquiétudes et les questions qui se posent autour de ces armes-là et qui ont finalement mené à un processus international visant à interdire ces armes et à réguler toutes les autres armes autonomes afin d'assurer une intervention humaine significative. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laude, de nous informer ce qui se passe dans le monde diplomatique et dans ce domaine, en ce qui concerne les armes autonomes. C'était vraiment instructif. Maintenant, je vais commencer la session de questions et réponses. Si vous avez des questions pour nos intervenants, veuillez les poser dans le chat. Et je sais qu'il y a déjà des questions, alors je vais commencer avec la première question pour nos intervenants. Une des questions qui nous pose, c'est du point de vue de perte en vie humaine, l'utilisation de ces armes autonomes cause plus de victimes civiles que les insurgés ou terroristes. La guerre dans le monde sous le mandat des Nations Unies ne devient-il pas un terrain d'expérimentation de grande puissance des nouvelles armes autonomes sous la bannière d'une mission de lutte antiterroriste? Alors, juste pour préciser, les deux Stan, intervenants. si tu veux intervenir. Je vais essayer de commencer, Laude me complétera. Faut-il renforcer la législation? Oui. Interdire les armes autonomes. Alors, ce que la campagne contre les robots tueurs et le CICR demandent actuellement, c'est pas une interdiction totale de toutes les armes qui ont de l'autonomie, c'est une approche en 2 étapes avec une interdiction de certains systèmes, notamment les armes autonomes antipersonnelles dont j'ai parlé il y a un moment, et certains systèmes qui seraient imprévisibles. Cela devrait être interdit a priori, en tout cas c'est la demande de la société civile et du CICR. Quant aux autres systèmes, ils devraient être régulés, c'est-à-dire qu'on devrait assurer un contrôle humain significatif sur ces armes. Par rapport à la deuxième question, oui, un terrain d'expérimentation, certainement. Je pense que les 3 conflits que j'ai évoqués
sont jusqu'à un certain point des terrains d'expérimentation pour ces nouvelles armes. Lutte antiterroriste comme bannière, oui, bien sûr. C'est vrai que le mot terroriste est un mot qui désigne, qui n'est pas défini et qui désigne à peu près n'importe qui. Donc c'est clair que ça, ce sera certainement quelque chose qu'on verra souvent. Je regarde la troisième question. Un blocus sur l'utilisation de ces armes. C'est une excellente question. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait tester. Maintenant, ça renvoie évidemment à la question de qui contrôle l'ONU et des vétos au Conseil de sécurité. Mais c'est une excellente question. Je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être que l'autre pourra en dire un peu plus. Oui, merci. Stan, oui, c'est une question délicate sur l'ONU et la mise en œuvre de son mandat et des casques bleus. Bien sûr, chaque État reste souverain dans l'exercice de ses capacités de défense et de ses moyens. Il pourrait que l'ONU, lors du déploiement des casques bleus, intègre dans son règle d'engagement une forme de régulation ou de limitation d'utilisation des armes autonomes. Mais comme tout, ça fait partie d'une négociation aussi diplomatique. En tout cas, le secrétaire général Antonio Guterres appelle depuis 2018 chaque année les États à négocier un traité. Donc, du côté de l'ONU, il y a aussi une pression. Mais l'ONU, voilà, c'est une organisation multilatérale où tout est négocié, où chaque État a ses choses à dire. Donc, l'ONU ne peut pas imposer. La seule possibilité que je vois, c'est effectivement de reprendre une certaine limitation dans les règles d'engagement lors d'un déploiement de casques bleus. Puis la perte en vie humaine, oui, on se trouve ici dans un paradoxe. Du côté des forces armées, on se dit, voilà, l'utilisation des armes autonomes évitera des pertes humaines du côté des combattants. Oui, c'est possible, effectivement, ou c'est même sûr. Maintenant, est-ce qu'on veut sauver des vies du côté des combattants contre des vies de la population civile? Je vous ai expliqué les dangers de ces armes autonomes qui ne sont pas capables à notre vie de faire une distinction entre combattants et non combattants d'une manière fiable. Donc, c'est quelque part, c'est un équilibre. C'est un peu sarcastique, hein, mais c'est un équilibre que certaines personnes cherchent entre. On met en balance les vies des combattants contre les vies des êtres humains. Donc, éthiquement aussi, ce n'est pas acceptable. Je continue à regarder. Alors, moi, j'ai une question qui m'a été Donc, Monsieur Stan ou l'autre, vous pouvez répondre peut-être. Alors, il y a une personne qui veut savoir quelles sont les caractéristiques des robots tueurs et comment peut-on les différencier des autres types d'armements classiques tels que les armes à sous-munitions.
Oui, alors ce sont des systèmes assez différents, hein. Une arme à sous-munition, c'est, pour dire les choses très simplement, c'est un contenant, un conteneur qui compte entre une dizaine et parfois plusieurs centaines de petites munitions, petites sous-munitions. Un robot tueur ou une arme autonome, d'abord, c'est pas une catégorie. Une arme autonome, c'est en fait, comme j'ai essayé de vous le montrer, en fait, presque n'importe quelle arme peut être affectée d'une certaine autonomie, que ce soit une arme légère, que ce soit un véhicule blindé, que ce soit même un navire ou un fortiori un drone. Donc ce sont quand même des armes assez différentes, je dirais. Même si, en théorie, on pourrait imaginer une arme à sous-munition dotée d'autonomie. Mais ça deviendrait autre chose, je dirais. Merci, Monsieur Brabant. Alors, j'ai une autre question pour vous. Alors, j'ai une autre question pour vous. Juste une seconde. Oui, alors une des questions, c'est que est-ce qu'un traité d'interdiction et de régulation est une nécessité et en même temps un impératif qui pourrait limiter des usages, positifs dans un cadre civil? Ça, c'est peut-être une question pour l'Aude, hein? Oui, excusez-moi. Oui, pour Monsieur Lode. Oui, pour Monsieur Lode. Oui, moi je suis convaincu, bien sûr, qu'il faut un instrument même si on le prend purement en faisant abstraction comment dire, de ces idiots personnels, mais au niveau juridique ou légal, au niveau d'une course aux armements, au niveau du seuil pour un conflit qui pourrait être baissé, je suis convaincu qu'un instrument. D'ailleurs, c'est un débat qui ne se limite pas aux armes autonomes, hein. C'est un débat sociétal qui se fait en général sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre société, qui facilite notre vie à plein d'égards, mais qui aussi pose des questions sur la délégation de certains actes et décisions à une machine, pose des questions sur notre relation qu'on a avec la machine. En ce qui concerne le système d'armes, oui, il faut un traité, et je voudrais quand même préciser que la campagne, par exemple, ne veut pas une interdiction totale de l'utilisation d'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes. Le développement de l'intelligence artificielle est inévitable et comme j'ai dit, il peut être très bénéfique. Il peut même avoir certains avantages dans les systèmes d'armes. Par contre, il faut à tout moment un contrôle, une intervention humaine significative pour pouvoir intervenir en cas de problème avec ces machines-là. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, aussi pour avoir un jugement humain de la situation. Il ne faut pas oublier que les militaires, les militaires sont bien entraînés, bien formés et leur jugement humain est indispensable lors d'un combat ou sur un champ de bataille. Donc, une machine ne peut pas remplacer ça. Et donc, le but, c'est d'utiliser cette intelligence artificielle dans les systèmes d'armes dans un cadre bien défini et sous une intervention ou sous un contrôle humain significatif. Toute arme autonome qui ne correspond pas à ces critères-là doit être interdite. Donc, c'est dans ce cadre-là
que le processus diplomatique aussi a été entamé. Il y a parfois une mauvaise compréhension des demandes de la société civile. On parle d'une technologie, et c'est ça qui rend les négociations très compliquées aussi. On parle d'une technologie qui est utilisée à des fins pacifiques, et c'est un développement qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne veut pas arrêter, mais qui peut être utilisé dans ces systèmes d'armes et qui pose, dans certains cas, surtout quand il n'y a pas de contrôle humain, qui pose des problèmes. Donc, un instrument international, là, d'ailleurs, la majorité des États qui fait partie de la Convention sur certaines armes classiques sont convaincus, veulent un instrument. La société civile, je veux dire, la population le veut aussi. Il y a eu une enquête où 70% des interrogés veulent une interdiction, auprès des jeunes en tout cas. Il y a eu des lettres, des cartes blanches signées par des milliers de chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui appellent à ne pas mal utiliser, je veux dire, leur technologie qui est développée. Il y a une réaction aussi des employés de Google qui ont refusé que la société s'engage ou que met à disposition sa technologie pour les systèmes d'armes. Donc, il y a une nécessité de le faire et il y a une demande de le faire par la majorité de la population. Donc je crois qu'effectivement, un traité dans le domaine des armes autonomes est inévitable. Alors, j'ai une Monsieur Stan. Nous avons Madame Eliane qui nous demande, donc avec la permission de Monsieur Stan, bien sûr, si les responsabilités juridiques des robots en cas de dommages en cas de dommages irréversibles, à quelle entité cette responsabilité doit-elle réellement être imputée et elle veut savoir si c'est au fabricant ou à l'acquéreur. C'est une excellente question. C'est vraiment d'ailleurs un des arguments pour une interdiction et une régulation, parce que effectivement, qui est responsable si, pour reprendre cet exemple que le président du CICR prenait, si des armes autonomes commencent à frapper tous les bus civils qui sont dans une zone et massacrent des centaines d'enfants ou des centaines de civils. Est-ce que ce sera le fabricant? Est-ce que ce sera le militaire qui a poussé sur le bouton, mais sachant qu'une fois qu'il pousse sur le bouton, l'arme a pratiquement, en tout cas dans certains cas, la capacité de décider d'elle-même qui elle va frapper. Donc c'est une toute bonne question à laquelle j'ai bien du mal à répondre, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse, et je pense que c'est précisément pour ça qu'il faut interdire et réguler ces armes. Est-ce que, Monsieur Lode, vous avez quelque chose à y rajouter ou... Non, je rejoins totalement Stan là-dedans. C'est justement parce que la responsabilité la responsabilité juridique pose un grand problème avec ces armes, et c'est pour cela qu'un traité est nécessaire. C'est comme j'ai dit dans mon exposé aussi. Effectivement, la question n'a presque pas de réponse. Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est l'État? On ne peut pas désigner un responsable unique, entre guillemets, avec ces systèmes d'armes-là. Et c'est pour cela qu'il faut un cadre juridique régulant l'emploi de ces armes-là. Oui, merci. J'ai une autre question dans le chat en ce moment. Quelqu'un qui dit la manipulation de ces armes autonomes détient une capacité
permettant lors de son utilisation à contrôler ou éviter les effets collatéraux dans une zone bien définie. Stan. Je vais essayer de répondre et l'autre voudra certainement ajouter quelque chose. Moi, je suis extrêmement méfiant avec ce que nous disent les producteurs. Et ce n'est pas nouveau. Les producteurs d'armes à sous-munitions nous disaient que les taux de réussite et la fiabilité de leurs sous-munitions étaient proches de 100%. Et puis, sur le terrain, dans ce qu'on appelle en anglais « the fog of war », c'était des taux d'échec absolument catastrophiques. J'ai travaillé pendant plusieurs années en Asie du Sud-Est et je peux vous dire que ces armes qui étaient présentées par les fabricants comme des armes fiables et efficaces était une véritable catastrophe pour les civils, parfois 30, 40 ans après. Donc, je crois qu'il faut avoir la plus grande prudence avec les marchands d'armes, avec les producteurs, parce que ce sont des gens qui n'ont a priori aucun intérêt à protéger les civils. Il faut vraiment être extrêmement prudent par rapport à ça. Donc, voilà, j'avais le même genre d'argument qui m'était avancé il y a quelques jours lors d'un débat à la télévision suisse, à la radio-télévision suisse. Et je dois dire que j'étais assez choqué d'entendre un représentant du ministère de la Défense suisse avancer des arguments qui me semblent extrêmement questionnables. Donc, oui, je crois qu'il faut au moins se dire qu'on ne sait pas quelle est la fiabilité de ces armes. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des producteurs qui essayent de les vendre et que donc tous les moyens sont bons. Monsieur Lod, oui. Oui, je voudrais. Monsieur Lod. Oui, effectivement, il y a des avancées non négligeables dans le développement de l'intelligence artificielle. N'empêche qu'ils ne sont pas aussi fiables qu'on veut faire croire. Dernièrement encore, il y a un responsable américain, un militaire américain, qui a dû admettre que leur logiciel ou leur système de détection et identification de cibles, et là, on n'est que dans la phase d'identification, je veux dire, on ne va même pas encore plus loin, qui avait soi-disant un taux de réussite si je ne me trompe pas, de 90%, effectivement, elle avait un taux de réussite de 21%. Donc, voilà, vous imaginez que la machine se trompe dans 8 fois sur 10 de cibles. Et imaginez-vous que cette arme-là, en même temps, a la possibilité d'engager la cible sans intervention humaine. Donc, ça veut dire que 8 fois sur 10, on a engagé la mauvaise cible, hein, qui pourrait être des civils. Donc, je suis extrêmement méfiant aussi. Hein. Je ne suis pas aveugle pour les progrès qui ont été faits au niveau technologie et intelligence artificielle, mais voilà, ici on joue, je veux dire, un robot aspirateur qui ne fait pas tout ce qu'on promet, c'est pas aussi grave qu'une arme qui se trompe 8 fois sur 10 de cible. On joue tout à fait dans un autre domaine et les enjeux sont beaucoup plus grands au niveau éthique, moral et juridique. Donc, il y a indéniablement, il y a des avantages de l'emploi d'intelligence artificielle dans certains secteurs de militaires et dans certains systèmes militaires, mais pas dans des armes qui peuvent détecter, identifier et engager des cibles sans intervention humaine. D'accord, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, moi, j'ai une autre question. En gros, la question, c'est quel rôle doivent jouer les États pour éradiquer la prolifération des armes autonomes et de quelle manière peuvent-ils s'impliquer pour que l'émergence de la technologie soit utilisée pour des fins pacifiques et au développement durable?
Monsieur Stan ou Monsieur Laude, vous pouvez répondre. Ben, je vais peut-être commencer. Le meilleur moyen, bien sûr, c'est d'avoir un traité. C'est d'avoir un traité qui interdit les armes autonomes sans intervention humaine et qui régule les autres systèmes d'armes. Un traité pareil contiendrait bien sûr aussi des dispositions sur la prolifération, le contrôle de l'exportation. Donc, c'est le seul moyen, effectivement, d'avoir un cadre qui est même légal pour contenir et éviter, contenir la prolifération et éviter une course aux armements complètement lombridée, je veux dire. Donc, oui, c'est un traité, c'est le moyen par excellence, je veux dire, j'oserais dire. Et en même temps, voilà, ça ne serait pas le premier traité qui interdit certains systèmes d'armes tout en autorisant l'utilisation de la technologie utilisée dans ces armes à des fins pacifiques. Nous avons le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires où effectivement on a interdit ou contenu en tout cas ou limité les armes nucléaires à certains États, mais qu'on a autorisé les autres États à utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques pour l'énergie. Donc, je peux m'imaginer qu'un traité sur les armes autonomes aura les mêmes dispositions et répondrait aussi à ces inquiétudes-là. Monsieur Stan, vous voulez contribuer? Non, je suis tout à fait d'accord avec l'autre. Je pense qu'il a tout dit. Merci. Merci, Monsieur Stan et merci, Monsieur Laude. Je vais vous poser la dernière question de ce soir. Réaliser une plateforme qui réunit en son sein des jeunes chercheurs issus d'horizons professionnels et culturels diverses. Quelle est selon vous la meilleure stratégie à adopter pour soutenir la mise en place d'un traité d'interdiction et de régulation ainsi que la campagne contre les robots tueurs? Je crois qu'un bon début, ça serait effectivement appuyer le travail de la campagne, qui a lancé d'ailleurs une pétition qu'on peut trouver sur leur site, une pétition qui appelle les hommes politiques et les États à effectivement engager des négociations sur l'interdiction des armes autonomes. Et il y a aussi encore, je ne sais pas si la lettre scientifique est toujours ouverte à la signature, mais il y a aussi des démarches qui peuvent être entreprises au niveau national, c'est-à-dire conscientiser les politiciens dans son pays sur la problématique en les référant aux documents, entre autres, du CICR, de la Croix-Rouge et de la campagne pour arrêter les robots tueurs. Donc, il y a certainement moyen de joindre le mouvement et de faire pression. Comme toute négociation diplomatique ou politique, ce processus-là aussi n'aura que du succès si les politiciens sentent que la société veut vraiment un traité pour interdire ces armes autonomes. La pression de la société civile est très importante et a connu beaucoup de succès auparavant aussi dans d'autres dossiers. Donc, au plus qu'on est à soulever les questions des armes autonomes et à urger les hommes politiques et les États à s'engager pour limiter l'emploi ou interdire certaines de ces armes autonomes, je crois qu'au mieux ça sera, au plus de chances qu'on a pour un succès.
Je crois que Stan, en tant qu'expert dans les actions plaidoyer, pourra dire un peu plus. Oui, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pour compléter ce que disait l'autre, c'est que la CCW, donc la Convention sur certaines armes conventionnelles, ne compte finalement que 125 États. Et pour la plupart, ce sont des États du Nord, Europe, Asie, Amérique du Nord, quelques pays d'Amérique centrale, quelques pays d'Amérique du Sud, mais pas beaucoup, quelques pays africains, très peu, trop peu. Et donc, je pense que si on se dirige vers autre chose que ce forum, qui est malgré tout, on l'a vu les derniers jours, complètement verrouillé par quelques États, il faut tenter autre chose. Et il faut qu'on ait des États. On a vu, par exemple, ces dernières semaines, que les États d'Amérique latine se sont mobilisés de manière extraordinaire, que certains pays africains ont fait un travail phénoménal, certains pays d'Asie aussi. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de ces pays. Parce qu'on est fondamentalement dans une campagne préventive. Il s'agit d'éviter la catastrophe qu'on a eue avec d'autres armes avant qu'elles ne se répandent. Là, elles commencent à se répandre, les armes autonomes, hein, comme vous en parlez il y a quelques instants. Et donc, il faut arrêter ça. Et donc, c'est très, très important que des pays qui sont proches de ces zones de conflit ou des pays qui sont dans des situations difficiles ou fragiles, où on voit qu'il y a une situation qui pourrait dégénérer, je pense que ces pays ont vraiment tout intérêt à mettre l'importance d'un traité sur la table parce que c'est dans leur intérêt in fine. On parle ici d'un type d'arme qui pourrait vraiment causer des dommages épouvantables aux civils et aux populations et à des États. On l'a vu avec d'autres armes, combien l'utilisation de grosses quantités d'armes sur certaines zones, et ici ça pourrait être quelque chose de similaire, a des conséquences économiques parfois sur plusieurs générations. Et donc il y a vraiment un enjeu ici d'empêcher une catastrophe. Et je pense donc que ces pays qu'on n'a pas encore beaucoup entendus ou pas assez entendus, parce qu'ils n'étaient pas représentés à la CCW, il y a vraiment un enjeu pour eux de monter la voix, de se faire entendre et de se joindre à cette coalition d'États qui est de plus en plus importante. Hein. Je faisais un relevé il y a quelques mois, je comptais une petite centaine d'États qui, avec des positions, avec des nuances parfois, mais qui étaient tous d'accord sur la nécessité d'interdire et ou de réguler les armes autonomes. Donc il y a vraiment un enjeu là, et je pense qu'on aura besoin de toutes les forces dans les années à venir. Merci beaucoup, Monsieur Stan et Monsieur Lode, pour vos interventions. Alors, on est vraiment pressé par le temps, donc je tenais à m'excuser de la part du CRID pour toutes ces personnes qui ont posé des questions, mais qui n'ont pas encore obtenu une réponse. Donc, je vous invite peut-être à nous écrire et à nous envoyer vos questions en privé, tout particulièrement donc, notre chercheur Yannick. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à notre cher directeur du CRIT pour nous dire un petit mot et puis nous allons finir ce webinaire. Sims, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Daniela. Tout d'abord, je tiens à saluer, à remercier Stan et Lode pour leurs interventions de très haute facture. Et moi, je saisis cette occasion pour donner la position du CRID par rapport aux armes autonomes. Et nous estimons que les armes autonomes ou dites robots tueurs ne devaient pas prendre des décisions en ce qui concerne les vies humaines. Et les vies humaines ne devaient pas être résolues en termes d'un algorithme. C'est vraiment inacceptable. Et nous, en tant qu'organisation
qui promouvoit le désarmement par l'information, la sensibilisation et l'éducation, nous estimons que soutenir les traités d'interdiction et des régulations de ce type de désarmement sera notre cheval de bataille, et nous soutenons également cette campagne-là dans l'objectif d'éradiquer la prolifération, la surproduction, les transferts et même l'utilisation de ces armes dans le monde. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois de plus, merci à nos intervenants, merci à tous les participants. Et je ne sais pas si les coordonnateurs ont quelque chose à dire, sinon, je vous remercie. Merci. Non, encore une fois, merci à tout le monde. Moi, j'aimerais juste dire merci à tous ceux qui ont participé. Et c'est un sujet très intéressant. On fera un effort de revenir sur ce sujet prochainement. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons faute de temps, malheureusement, on ne peut pas continuer. Merci à Daniela, merci à Média. Daniela, si tu peux juste résumer et puis nous allons clôturer ce webinaire. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je rappelle, l'objectif de ces webinaires, c'était de permettre aux gens de comprendre, premièrement, ce que nous attendons par les armes autonomes et pourquoi sont-elles appelées, on va dire, des robots tueurs. Et deuxièmement, l'objectif, c'était de comprendre les enjeux à propos des différents progrès qui sont récemment intervenus pour tout ce qui est robotique et intelligence artificielle. En ce sens, nous avons eu 2 intervenants dont M. Stan nous a expliqué ce que c'était les armes autonomes. Il nous a donné une définition que je cite. Ce sont des armes qui sélectionnent des cibles et qui attaquent sans intervention humaine. Donc, il a plus martelé sur le fait que ces armes sont totalement autonomes et qu'ils ont un système. Donc, grâce à ces armes, par exemple, ils peuvent tuer des gens sans pour autant qu'un être humain puisse intervenir. Il nous a même montré certaines photos des différentes armes autonomes. Par exemple, on a même vu on a même vu une arme qui avait la possibilité de reconnaître les gens, donc qui était équipée d'une reconnaissance faciale. Il nous a aussi rappelé qu'il y avait 16 pays qui produisent ces armes. Et on voit bien ces armes intervenir dans différents conflits qui ont eu lieu il y a des années. Et M. Lode est revenu sur l'utilisation de ces armes autonomes et il a plus martelé le fait que ces armes décident sans l'être humain. Donc, en gros, l'être humain n'est pas capable de ne contrôle pas ces armes. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a insisté sur le fait qu'il y a une déshumanisation de ces programmes. Donc, en gros, ce serait la machine qui aurait entre ses mains la décision de vie ou de mort d'un être humain. Ce qui est vraiment, injuste, sachant que la société actuelle, la vie d'une personne n'a pas de prix. Et donc, il est aussi revenu sur un autre problème qui est celui de la responsabilité. Donc, une arme autonome qui tue quelqu'un, on ne peut pas savoir qui est responsable. Est-ce l'État? Est-ce le commandant ou est-ce la personne qui l'a programmé? Donc, voilà un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui par rapport à ces webinaires qui avaient donc pour sujet, je rappelle, les armes autonomes aka robots tueurs vers un traité international d'interdiction et de régularisation. Donc, je rappelle, notre cher coordonnateur et notre cher directeur ont plus insisté aussi sur le fait que le CRIT est en train de soutenir l'interdiction de ces armes. Donc, je profite pour rappeler ce que nous faisons. Donc, nous sommes un centre de recherche. Donc, on est en train de lutter pour les désarmements et la non-prolifération de tout ce qui est armes de destruction massive et donc aussi pour les armes autonomes comme ce qu'on a parlé tout au long de ces webinaires. On est un centre, on regroupe plusieurs jeunes, plusieurs personnes, donc vous pouvez nous suivre dans tous nos réseaux. Nous sommes disponibles sur Facebook, Instagram, CRIT International et même sur TikTok. Donc, si jamais vous avez des questions ou si jamais vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail
à notre adresse. Donc, je vais vous le dire, c'est critinternational@gmail.com. Donc, nous sommes là, nous avons une équipe des chercheurs et nous avons besoin des jeunes. Aujourd'hui, plus que jamais, les désarmements, c'est un sujet très, très sensible. Et il est très important que nous tous, nous puissions nous mobiliser pour la mise en place des traités d'interdiction des armes, des armes nucléaires. Voilà, donc je tiens aussi à remercier nos intervenants pour ces temps et pour des belles interventions. Je remercie tous les participants d'avoir accordé leur temps pour visualiser ces webinaires et on espère faire d'autres activités en ce sens et voilà, on espère que vous serez là. Donc, je passe la parole à ma collègue Média. Je ne sais pas si elle a un dernier mot de remerciement ou si, voilà, si elle veut dire quelque chose en plus. Merci, Daniela. Je crois que tu as couvert toutes les choses et je veux juste remercier nos invités aujourd'hui, M. Lod et M. Stan, et aussi tous les participants. C'est ce que j'ai à dire et merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux, c'est CRIT International. Donc, on est partout sur Facebook. Voilà, donc Monsieur Lod ou Monsieur Stan, vous avez un dernier mot de remerciement ou un dernier mot à dire avant de clôturer ces webinaires? Oui, peut-être vous remercier pour cette excellente organisation et vous dire, j'ai mis dans le chat le lien vers un rapport que le GRIF a publié il y a quelques semaines et dans lequel vous trouverez des réponses peut-être aux questions que nous n'avons pas pu aborder ce soir. Je voyais certaines questions assez précises. Je vous invite à y jeter un œil et éventuellement à me contacter si vous voulez en savoir plus. Merci. Oui, je voudrais vous remercier aussi pour l'organisation et aussi aux participants de nous avoir écoutés. Ça fait un vrai plaisir d'intervenir. Et je crois que l'année à venir va être cruciale dans ce dossier-là et on pourra se tenir au courant, peut-être par d'autres activités, ce qui se passe. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir sur le site de stopkillerrobots.org où vous pouvez retrouver toutes les ressources nécessaires pour s'informer sur le sujet. Et aussi, si vous voulez prendre action, de signer la pétition qui appelle à des actions contre les armes autonomes. Merci encore. Merci beaucoup. Et juste pour préciser, alors voilà, juste pour préciser, on a un site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc c'est www.critsinternational.org. Donc vous allez trouver nos récents articles qui ont été publiés par nos experts associés. Voilà, nous espérons que vous avez bien aimé ces webinaires et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.